Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de France DevOps. Aujourd'hui, on accueille Guillaume qui va nous faire un petit talk sur la rotation automatique de clusters complexes dans AWS. Avant ça, je te laisse la parole, Guillaume, pour présenter les prochaines Oui, sur ta presse. Quelques nouveautés. Donc, je ne sais pas si vous aviez suivi l'actualité de France DevOps, mais voilà, l'initiative s'est transformée. On a créé une association, loi 1901, et suite à la création de l'association, on a des sponsors qui nous ont rejoints pour nous supporter dans cette initiative. Donc, on a CrowdSec, Intercloud et Delia Technologies qui font désormais partie de nos sponsors officiels sur France DevOps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas si on a mis en ligne notre dossier de sponsoring sur le site francedevops.fr, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir nous en parler sur le Slack, ce sera avec plaisir pour vous en dire un peu plus. Pour ce qui est des prochains talks, le prochain sera le 6 juillet. Après, on a déjà planifié les dates après la rentrée. Je pense qu'on annoncera tout ça sur le mois de juillet. On calera les créneaux. Et puis, on poussera sur le site aussi les dates au fur et à mesure qu'on les crée. Guillaume, je te laisse la parole. oui. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par m'excuser de ne pas activer ma webcam. J'ai une toute petite connexion et du coup, pour que l'expérience soit la meilleure possible, j'ai décidé de la désactiver. Je la réactiverai peut-être en fin de tout pendant les questions-réponses, de façon du coup à parce que vous me voyez un petit peu, mais voilà, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, on va privilégier un maximum du coup les slides. Donc du coup, on va commencer tout de suite et je vais vous parler de donc la rotation de clusters complexes dans AWS de façon automatique. Alors ça sent, le, le titre est un peu volumineux. Et c'est un peu normal parce que du coup le sujet l'est aussi, mais je vais tenter de vous décortiquer un petit peu chacun de ces aspects et de vous expliquer ce qu'il en retourne, comme pourquoi on est arrivé à vouloir faire ce genre de choses et à quoi on est arrivé aujourd'hui. Donc une rapide présentation de moi. Donc je m'appelle Guillaume Lotcher, je suis un DevOps, un senior DevOps dans une entreprise qui s'appelle Zendesk, qui est une entreprise américaine. Donc je travaille en remote depuis Nantes à Zendesk depuis environ 4 ans. Et donc je suis en charge d'un des produits de l'infrastructure de Zendesk, notamment donc tout ce qui est les bonnes parties de DevOps, la construction d'une infrastructure, la maintenance, la reliability, tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur ce sujet de rotation de clusters automatique dans AWS. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc on va avoir 5 grandes parties en fait. Là, déjà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la rotation de cluster complexe automatique dans AWS, de quoi il en retourne, pourquoi je trouvais que c'était important. Et puis, parmi les solutions qui sont disponibles à ça, la première en général qui arrive, c'est toujours ce qu'on appelle entre guillemets le hack, hein, le petit scripting qui permet de faire les choses, qui ne les fait pas forcément très bien, mais en tout cas qui est un bon préliminaire, on va dire, sur le genre d'action que vous voulez faire. Ensuite, je vais ensuite détailler d'autres solutions qui sont dans AWS, mais qui nécessitent l'utilisation de certains outils dans AWS et de certaines fonctionnalités dans AWS. Donc, dans la troisième partie, que je vais détailler un petit peu parce que c'est important pour que vous le compreniez. Et comme aussi également, ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas forcément extrêmement connues, je pense que c'est important de vous les décrire. En quatrième point, on parlera de comment on a réussi à faire ça, mais vraiment en utilisant toutes les fonctionnalités AWS. Quels ont été les résultats, bons, mauvais, et puis du coup, comment on a réussi à améliorer le process et pour arriver aujourd'hui à ce qu'on a en production et ce qui fonctionne aujourd'hui en production depuis plus d'un an. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'entends par la rotation de clusters complexes automatique dans AWS? Eh bien, on va repartir du début. La première chose, c'est qu'en 2015, Zendesk
fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Bime Analytics, qui est une société montpelliéraine, qui développait en fait un dashboard qui permettait de faire du slice and dice sur des données analytiques. Voilà. Donc Zendesk était intéressé par cette technologie et décide d'acquérir la société. Et donc ils envoient rapidement en fait quelques DevOps de la société Zendesk pour pouvoir remonter une infrastructure pour cette nouvelle techno qui soit dans les standards de Zendesk. Voilà. Et donc, dès le départ, on a plusieurs architectes qui ont commencé à travailler sur l'infrastructure et ils ont pris des choix qui n'étaient pas forcément en application partout dans Zendesk, mais qui étaient un peu des choix, entre guillemets, avant-gardistes, en particulier quand on pense que c'était en 2015. Donc la première chose, ça a été, du coup, on n'utilise pas du tout de ce qu'on appelle configuration management, de CM. Donc pas d'Ansible, pas de Puppet, de Chef, non. Tout, on va justement rester sur une fonctionnalité qui est une fonctionnalité complètement immutable, c'est-à-dire que on build des choses et on les utilise telles quelles sans les modifier une fois qu'elles ont été bootées. Et également, bon, quelque chose qui est aujourd'hui devenu très commun, mais l'infrastructure as code, donc l'utilisation de Terraform, qui du coup a été rapidement choisi. Donc à cette époque-là, Terraform, c'était les balbutiements, mais il avait quand même une interface assez stable sur AWS qui a permis du coup de commencer à construire les choses et de construire toute notre infrastructure, avec Terraform sur AWS. Aujourd'hui, on a 99% des ressources qui sont dans notre infrastructure qui sont managées par Terraform. Et donc, donc la décision, c'était de partir vraiment sur de l'immutabilité. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. On voit des sociétés comme Netflix, par exemple, qui font ça depuis des années. Mais encore une fois, à l'époque, ça l'était pas forcément. Et puis, ça nécessite aussi, ça a certaines contraintes. L'immutabilité, ça veut dire que on fait un changement sur une image d'un serveur, n'importe laquelle, même vous rajoutez un commentaire, et ben ça veut dire que on génère une nouvelle image. Et cette image, une fois qu'elle est générée, on va faire une rotation de ces serveurs. Donc, on va les serveurs utiliser auparavant l'ancienne image, et maintenant ils vont utiliser la nouvelle image. Et ça à chaque changement. Et bien entendu, comme vous n'avez pas envie de faire ça à la main, eh ben vous allez mettre en place de l'automatisation pour pouvoir faire ça de façon plus sereine et plus facile. Donc en général, c'est intégré dans la CI et la CD. Vous avez tout le process qui est mis. Et malheureusement, à l'époque, donc quand les architectes ont mis en place l'infrastructure, ils n'ont pas forcément, ils sont partis sur l'immutabilité au niveau des images, mais ils n'ont pas forcément terminé toute la partie qui était rotation automatique. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des instances immutables, donc qu'on gérait de façon immutable, mais par contre, en termes de déploiement, on était quand même sur des choses qui étaient très très manuelles et qui du coup engendraient des erreurs, faisaient passer beaucoup de temps à faire ces rotations. Et donc, ce qui était loin d'être idéal, entre guillemets. Donc moi, je suis arrivé un petit peu dans ce contexte-là. Et rapidement, donc on a commencé. Nous, on utilisait une fonctionnalité que vous utilisiez probablement tous si vous êtes sur AWS, c'est-à-dire les auto-scaling groups. Très rapidement, du coup, le principe est très simple. Vous avez une configuration qu'on appelle la launch configuration qui spécifie l'ID de l'image que vous voulez utiliser, le nombre de serveurs que vous voulez en minimum maximum. Vous allez avoir le type d'instance. Et puis, vous fournissez ça à un auto-scaling group. Et l'autoscaling group va réagir par rapport à la configuration que vous voulez attacher et va vous créer vos serveurs qui vont du coup être démarrés automatiquement et il va maintenir un nombre de serveurs que vous lui avez spécifié. Donc ça, c'est relativement simple. Et là où ça devient un peu plus complexe, c'est que si jamais vous changez la launch configuration, et typiquement, si jamais l'IMI ID est dans la launch configuration, donc si vous changez cette valeur-là, eh ben, vous allez fournir cette nouvelle launch configuration à votre scaling group et votre scaling group il va dire merci et il va rien faire d'autre. C'est-à-dire que par défaut, il ne va pas changer vos serveurs et les serveurs qui sont actuellement en train de tourner, en fait, sont les serveurs qui vont utiliser l'ancienne IMI et pas la nouvelle. Donc du coup, on a un problème en fait, c'est-à-dire comment on peut faire pour justement gérer cette rotation automatique et que ce soit fait correctement et de façon, encore une fois, automatique. Donc, il y a plusieurs solutions. Et la première dont on va parler, c'est le hack ou l'huile de coude, comme on veut, en fait, comme on l'appelle, des solutions qu'on peut utiliser de façon à gérer ces choses-là.
Donc la première solution qu'on a mis en place, comme on vous le disait, nous on utilise Terraform, et dans Terraform, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Create Before Destroy. Donc pour ceux qui n'utilisent pas forcément Terraform, par défaut, si vous avez une configuration, par exemple vous créez un serveur et vous créez votre serveur, et puis ensuite vous changez le serveur et ça nécessite de recréer un nouveau serveur, bah, par défaut, Terraform va vous détruire l'ancien serveur, puis va vous créer le nouveau. Voilà. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une option de lifecycle dans Terraform qui s'appelle Create Before Destroy, qui fait exactement ce que ça dit, hein, à savoir que plutôt que de détruire d'abord le serveur ou la ressource et de la créer ensuite, la nouvelle, il va vous créer la nouvelle et vous retirer l'ancienne par la suite. Donc, si vous imaginez que vous avez un ELB, par exemple, donc un load balancer, un auto-scaling group qui est attaché à cet load balancer et une launch configuration qui est attachée, hein, que vous avez désigné avec Terraform, si vous créez en fait une nouvelle launch configuration, un nouvel auto-scaling group, mais que vous utilisez toujours le même ELB, le même load balancer, eh bien vous pouvez très bien en fait avoir une deuxième launch configuration qui est créée, un deuxième auto-scaling group qui est créé, vous attachez tout ça au même load balancer, donc ce qui fait que pendant un temps, pendant le déploiement de Terraform, vous allez avoir deux auto-scaling groups et deux launch configurations qui sont attachées au load balancer. Votre nouveau auto-scaling group démarre, crée en fait un nombre le nombre de serveurs requis, et puis ensuite Terraform passe sur la partie destruction, et il va vous détruire l'ancien auto-scaling group, pardon, et l'ancienne launch configuration. Ça fonctionne. C'est pas, ça vous fait globalement un déploiement blue-green. Dans Terraform, Terraform n'est pas vraiment l'outil fait pour ça, mais ça fonctionne. Voilà. Deuxième solution, la classique, hein, vous prenez Python, Ruby ou n'importe quel langage de programmation dans lequel vous êtes suffisamment à l'aise, vous prenez les librairies AWS et puis vous faites un code qui va vous permettre de récupérer les informations depuis de votre auto-scaling group et puis vous retirez un serveur, vous en rajoutez un nouveau, etc., et vous faites la rotation vous-même. Également, ça fonctionne. Et alors, quand vous m'avez entendu tout à l'heure dire que l'autoscaling group n'allait rien faire si jamais je rajoutais un serveur, enfin, je changeais la launch configuration, pardon, c'est pas totalement vrai, puisque du coup, en juin 2020, donc ça fait quand même un an que la feature a été réalisée, AWS a sorti quelque chose qui s'appelle l'instance refresh, qui permet du coup de dire à un autoscaling group, il y a quelque chose qui s'est passé, fais-moi une rotation de serveur, de façon à ce que ce soit que les serveurs qui tournent en production soient cohérents avec la nouvelle configuration que je t'ai donnée il n'y a pas longtemps. Voilà, donc ça c'est trois solutions qu'on a testées et qui fonctionnent. Mais elles ont toutes le même problème en fait. Le premier problème c'est que il n'y a pas de test. Si jamais votre serveur n'est pas correct et pas en bonne santé, et bien du coup vous allez rien ne va vous le dire en fait, rien automatiquement vous dire attention ce serveur il est pas bon et ça se passe pas bien. Et alors la parallèle de ça c'est que si jamais personne vous dit que c'est pas bon, personne va faire de rollback non plus, c'est-à-dire que c'est à vous de détecter que c'est pas bon et à vous de faire le rollback, ce qui du coup est pas très pratique. Et puis et on a également pas de monitoring, c'est-à-dire que AWS par défaut va pas vous dire vos serveurs ils ont du mal à démarrer donc du coup voilà une alerte dans CloudWatch ou n'importe quoi qui vous permet de faire ça. Donc c'était pas terrible, et c'est des choses qui nous présentaient des problèmes. Et là, je vous parle juste de serveurs d'autoscaling group standard. C'est-à-dire que si on est sur du web server, par exemple, vous pouvez très bien entre guillemets éteindre un serveur. Vous faites un peu de draining de façon à être sûr qu'il n'y ait plus de requêtes en vol, et puis une fois que le draining time est passé, vous tuez le serveur et vous en changez un nouveau. Ça va, c'est assez simple. Mais quand vous arrivez à des serveurs qu'on appelle des serveurs un peu plus complexes, du coup, là, vous avez plus de problématiques. Donc typiquement, qu'est-ce que j'appelle serveur ou cluster complexe? Eh bien, ça va être toutes les clusters qui ont des états, donc qui sont stateful, et sur lequel vous ne pouvez pas intervenir comme ça. Vous ne pouvez pas juste éteindre le serveur et puis en remplacer un nouveau et tout va bien se passer. Typiquement, tout ce qui a des quorums. Consul est un exemple, d'HashiCorp. Il y a un quorum de N serveurs. Si jamais vous retirez un serveur du quorum, il va y avoir un nouveau vote qui va être fait. Et si vous retirez trop de serveurs d'un coup, vous allez casser le quorum, le cluster consul va se mettre en PLS et vous aurez plus de consul en fait. Et donc du coup, il va falloir repartir avec un backup et ça va pas être joli.
Si vous avez également du sharding, Elasticsearch est un exemple, il y en a plein d'autres, hein, je suis sûr que vous en avez un en tête. C'est pareil, si vous avez de la donnée qui est répliquée sur des serveurs, s'il se trouve que vous faites la rotation de ces deux serveurs d'un coup et que c'est les deux qui avaient, par exemple, la réplication de vos datas, et ben vos datas, elles sont parties, quoi. Elles sont plus là et vous avez perdu de la donnée. Et un des cas qui nous intéresse ici, c'est le management de conteneurs. Donc, pardon. Excusez-moi. Dans AWS, il y a un service qui s'appelle ECS, le management de conteneurs dans AWS. Et là, c'est pareil. Vous avez une série de Docker conteneurs qui tournent sur votre machine. Et vu que ça rend des services, en général des services aux clients, vous n'allez pas pouvoir éteindre votre hyperviseur qui fait tourner des Docker conteneurs comme ça. Il va falloir faire autre chose. Il va falloir prévoir le draining de vos conteneurs, les envoyer sur d'autres serveurs, et pour être sûr que du coup, votre job, votre rendu au niveau des clients est fait de façon correcte. Donc ça, c'est ce que j'entends par serveur complexe. Donc là, je vous ai présenté un peu quel était le problème et comment on avait solutionné ça à l'époque. Mais maintenant, on va commencer à parler de solutions qui sont un peu plus avancées, notamment dans AWS. Et par contre, on va être obligé de parler de deux choses qui sont des features que vous connaissez peut-être et peut-être pas, parce qu'elles ne sont pas forcément non plus les plus connues. Mais je vais vous les présenter aujourd'hui. Et la première, c'est ce qu'on appelle un lifecycle hook. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans le C2, dans le compute. En gros, on revient sur le schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un autoscaling group. L'autoscaling group, il va démarrer des serveurs, sauf que si vous activez un lifecycle hook, eh bien, ça fait un peu comme un webhook, en fait. Il y a un événement qui est passé, il y a quelque chose qui s'est passé, et donc, on envoie un événement et on se met en attente. Donc là, le serveur, plutôt que d'être catalogué comme immédiatement OK state dès qu'il a booté, hein, ce qui est classique dans un boot de serveur dans AWS, là, le serveur, en fait, il va se mettre en fait il va trigger le lifecycle, il va déclencher le lifecycle hook, et il va se mettre en attente. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans un mode qui s'appelle pending, donc en attente. Et il va attendre un signal de votre part, un signal utilisateur. Hein, c'est-à-dire que vous devez effectivement lui dire si tout s'est bien passé ou pas. Donc vous pouvez lui envoyer un signal qui est un signal OK, tout va bien, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Et vous pouvez également lui envoyer un autre signal qui est un signal non, ça va pas, le serveur n'est pas bon. D'accord. Et donc du coup, il faut que tu le remplaces, il faut que tu détruises celui dont on parle là, et il faut que tu le changes avec quelque chose d'autre. Donc, c'est assez intéressant de noter que le lifecycle hook, ça existe en création et en destruction. C'est-à-dire que dans la création, vous créez un nouveau serveur, il se met en attente, et vous lui envoyez un signal pour dire le serveur est OK ou il n'est pas OK. Et en destruction, c'est-à-dire que avant la destruction, le stade terminated de votre serveur, il va se mettre en attente, et c'est à vous de dire, bon, OK, vous pouvez continuer ou pas. Alors, ce qui est assez marrant dans la termination, c'est que, en fait, si vous envoyez un signal OK ou un signal non OK, de toute façon, le serveur va être détruit. C'est juste que il y a d'autres choses qui se passent, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais globalement, pour notre talk aujourd'hui, sachez que dans le cas d'une termination, vous envoyez un signal OK ou not OK, en fait, le serveur sera terminé dans les deux cas. Voilà. Et donc, du coup, on peut faire juste rapidement le flow. C'est, vous avez un lifecycle hook, donc un serveur, mettons, qui est créé. Le lifecycle hook est déclenché. Le serveur passe en mode en attente, pending. Et ensuite, vous pouvez envoyer 3 signaux. Alors, il peut y avoir 3 issues, entre guillemets, plutôt à ça. Le premier signal, c'est un signal qui s'appelle abandon. Donc, en gros, le serveur n'est pas bon, il s'est passé quelque chose, et il faut recréer un nouveau serveur dans ce cas-là. Vous pouvez lui envoyer un continue, qui est du coup, le serveur est bon, et là, il peut passer en stade OK, et on peut continuer, et le process de boot du serveur est complet, je vais y arriver, est fini, est terminé. Et la troisième solution, c'est, il y a un timeout. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une valeur qui est configurable après n minutes, par exemple. Si jamais j'ai pas reçu de signal, alors automatiquement, par défaut, je vais envoyer un signal. Et ce signal, ça peut être abandon ou continue, pareil, c'est vous qui le configurez, mais ça permet du coup de s'assurer que un serveur ne reste pas en attente pendant trop longtemps, en fait, sans avoir de réponse du système. Guillaume, on a une question de Thibaut oui. entre-temps. Il demande si un signal envoyé depuis l'instance elle-même ou de manière externe.
Les deux, c'est du AWS API, donc vous pouvez très bien le gérer directement sur le serveur lui-même et vous pouvez le gérer en externe. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin, si je dis pas de bêtises, c'est juste de lifecycle hook qui doit être basé sur l'instance ID, donc vous avez juste besoin de filer l'instance ID. Voilà. Du coup, rapidement, donc voilà le workflow qui va se passer. Donc vous avez votre lifecycle hook qui se déclenche. Il y a un événement qui est généré. Alors cet événement, c'est pareil, vous pouvez le configurer de façon différente. Hein. Ça peut être un event CloudWatch, ça peut être du SNS. Il y a d'autres solutions, je crois encore, mais là c'est les deux principales entre guillemets, les deux plus couramment utilisées lorsque vous faites de la gestion d'événements sur AWS. Et en général, vous avez envoyé ça à quelque chose qui va gérer votre event, l'ouvrir, rattraper l'ID de votre instance et va faire des choses. Voilà. Alors les choses, ça peut être, comme on l'a dit, envoyer donc un signal abandon et continue si tout se passe bien, ou si, par exemple, dans ce cas-là, mettons qu'on ait une lambda, la lambda crash, du coup, le timeout va être déclenché, et donc du coup, ça finalisera toute la partie lifecycle hook, en envoyant un signal par défaut qui sera, comme on l'avait dit tout à l'heure, soit abandon, soit continue, selon votre configuration. Voilà, donc ça c'était les lifecycle hooks. C'est quelque chose que vous voyez très rapidement en fait, c'est quelque chose qui est disponible directement dans Compute, hein, vous pouvez aller voir. Et c'est quelque chose d'assez utile lorsque vous voulez gérer de l'événement et que vous voulez gérer de l'automatisation sur le lifecycle en fait de vos serveurs. Vous voulez faire quelque chose en plus lorsqu'un serveur démarre ou qu'un serveur meurt, est marqué en termination, eh bien les lifecycle hooks c'est fait pour ça, typiquement. Et alors, la deuxième fonctionnalité dont je veux vous parler, c'est CloudFormation. Et plus spécifiquement une gestion qui s'appelle l'Update Policy de CloudFormation. Donc CloudFormation, juste un rappel très très rapide, parce que je pense que beaucoup de gens le savent, mais CloudFormation, c'est l'infrastructure Astol d'AWS. Vous avez une description de votre infrastructure ou d'une partie de votre infrastructure dans un template, vous donnez ça à une stack CloudFormation, et CloudFormation, vous créez votre stack, et du coup, tout réagit. Donc là, typiquement, si on lui donne une information qui est bonjour CloudFormation, je voudrais créer un autoscaling group, et que cet autoscaling group utilise telle launch configuration, etc., vous donnez ça à CloudFormation le digère, vous créez l'autoscaling group, et l'autoscaling group, vous créez au serveur. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu au tout début, mis à part que c'est fait avec un outil d'infrastructure as code. Donc maintenant, là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle l'Update Policy dans CloudFormation, qui est, en gros, pour certaines ressources, si jamais il y a un changement significatif qui a été fait sur la configuration, eh bien, je peux faire une rotation automatique de ces serveurs. Et c'est le cas pour les autoscaling groups. Typiquement, vous changez l'IAMI ID dans votre launch configuration. Donc, dans vos CloudFormation templates, vous disent l'IAMI ID, c'est A. Et donc, du coup, il vous crée l'autoscaling group et il vous lance des serveurs avec l'image A. Et puis, vous changez, en fait, le CloudFormation template, vous dit maintenant, l'image, c'est l'image B. Et bien, du coup, CloudFormation arrive, va vous mettre à jour la configuration, donc ça, c'est normal. Mais en plus, si vous avez mis la partie Update Policy, il va se dire, OK, donc du coup, il y a un changement substantiel de mon configuration qui nécessite que je fasse une rotation de ces serveurs. Donc, je vais demander à l'autoscaling group, je vais lancer un process qui va en gros faire une rotation de serveurs dans l'autoscaling group de façon à ce que mes serveurs soient en adéquation avec ma launch configuration. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs choses plusieurs options. Les principales que vous allez avoir dans l'update policy, c'est le max batch size. Donc c'est la quantité de serveurs dont vous faites la rotation. C'est-à-dire que disons que vous avez un autoscaling avec 10 serveurs, vous pouvez très bien lui dire, je veux que vous fassiez une rotation de 3 par 3. Ça, c'est votre max batch size. C'est compliqué à dire. Et donc du coup, il va détruire 3 serveurs, en recréer 3 nouveaux, et puis ensuite, une fois que c'est fait, il continue destruction de 3 anciens, recréation de 3 nouveaux, etc., jusqu'à ce qu'il ait fait la rotation des 10. Vous avez alors quelque chose qui est compliqué à dire, c'est le min instance in service. Donc vous pouvez très bien spécifier, voilà, vous faites une rotation sur 10 serveurs de 7 par 7, mais par contre, à tout moment, je veux qu'il y ait toujours 5 serveurs en application. Il faut toujours qu'il y ait 5 serveurs qui soient prêts à prendre des requêtes. Anciens ou nouveaux. Mais il faut que j'ai 5 serveurs qui soient disponibles. Donc ça sert effectivement pour mettre, entre guillemets, la limite plancher de votre charge et dire, voilà, ça c'est vraiment la limite plancher en laquelle je ne veux pas que vous descendiez parce que sinon c'est dangereux pour mon service.
Troisième option qui est pas simple à dire, min successful instance percent. Donc ça, c'est un peu barbare, mais ce que ça veut dire, c'est en gros, si vous faites une rotation de serveur, disons que vous faites 3 par 3, chaque fois que vous allez avoir un serveur qui va être OK, bah, vous allez dire, c'est bon, bah, j'ai remplacé un serveur, 2 serveurs, 3 serveurs. Donc, par exemple, j'ai fait une rotation de 3 serveurs sur 3, et bien du coup, je suis à 100% de rotation correcte. D'accord. Maintenant, si jamais vous avez un serveur qui n'est pas bon, parce que pour n'importe quelle raison, il boot mal, et donc du coup, le CloudFormation s'en rend compte, et là, il va se rendre compte, il va dire, ah bah ok, j'ai 2 serveurs sur 3 qui sont bons, mais un sur 3 qui n'est pas bon. Donc ça veut dire que j'ai 66% en fait qui sont successful. Donc le min successful instance percent, c'est que vous pouvez dire en dessous d'une certaine valeur, une valeur plancher, si jamais le nombre de serveurs qui sont corrects est en dessous de cette valeur-là, alors c'est pas bon, et tu me fais un rollback. Typiquement, si jamais vous mettez 100%, bah, le premier serveur qui sera pas sain, entre guillemets, eh bien, lancera un rollback. Si vous voulez vraiment sûr que tous vos serveurs soient corrects. Donc voilà, c'est une option. Et la quatrième option, c'est un wait on resource signals. Ça, c'est en gros un peu comme le lifecycle hook, mais dans CloudFormation, c'est-à-dire que en gros, le CloudFormation dit je lance 3 serveurs, enfin, je demande à l'autoscaling group de lancer 3 serveurs, je sais quels sont ces serveurs-là et j'attends un signal de chacun de ces serveurs. Alors, c'est pareil, hein, pour la question, ça peut être un signal qui vient du serveur lui-même ou externe au serveur, c'est pas un problème. Mais j'attends 3 signaux m'indiquant que ces 3 serveurs sont OK. Si jamais c'est trop long ou ça time out, donc il y a quand même plusieurs options, et bien du coup, je considérais ce serveur ou ces serveurs comme étant incorrects, invalides, et donc du coup, je fais descendre le nombre de serveurs qui sont healthy, qui sont en bonne santé dans mon stack. Et si ça descend aussi en dessous de min successful instance percent, eh bien j'initie un rollback. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez importante dans CloudFormation et assez intéressante qui fournit par AWS, parce que AWS a conscience de son état dans son infrastructure. Et donc, c'est assez facile à utiliser, entre guillemets. Donc là, typiquement, vous avez une update policy qui démarre, vous voulez terminer n serveurs, donc par exemple, le batch by side, on dit 3, il va détruire 3 serveurs. L'autoscaling group, en réaction, rajoute 3 nouveaux serveurs, puisqu'il lui en manque 3, c'est le principe de l'autoscaling group. CloudFormation peut se mettre, si vous l'avez activé, se met en attente en fait de signaux de ces serveurs. Et à ce moment-là, si jamais c'est correct et qu'il reçoit ces signaux, eh bien il continue, il revient, il dit OK, bah les 3 serveurs ils ont été détruits correctement, les 3 nouveaux sont là, on continue et puis on boucle et on continue batch par batch jusqu'à ce qu'on arrive à faire la totalité de la rotation. La deuxième solution, c'est il y a un des serveurs qui est pas correct ou qui timeout. Du coup, est-ce que c'est en dessous du min successful instance percent? Si oui, eh bien du coup on initie un rollback, c'est-à-dire qu'en fait on va reprendre la configuration de la stack CloudFormation précédente. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que du coup c'était l'ancienne launch configuration d'Autoscaling Group qui contenait l'ancienne IAM-ID qui est utilisée, et donc du coup, eh bien il revient sur l'ancienne automatiquement sur l'ancienne image, ce qui est plutôt pratique. Voilà, donc ça c'était les deux grosses fonctionnalités que je voulais vous parler d'AWS. Et on va commencer à parler, du coup, comment on fait pour régler le problème dont on parle depuis tout à l'heure, de la façon qu'on va baptiser la façon AWS. Parce que, je ne sais pas vous, mais nous, à chaque fois qu'on a un problème et qu'on se dit, faut régler le problème, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer la roue? Est-ce que quelqu'un n'a pas géré déjà ce problème-là? Et donc, on a fait des recherches sur Internet, comme d'habitude, et on est tombé assez rapidement sur un blog post qui est celui-ci, qui se prénomme Automatically Update Instances in an Amazon, ECS cluster using the IAM-ID parameter. Donc, écoutez, si vous cherchez ça, il y a un blog post avec un lien sur un repository GitHub géré par AWS, qui est quand même assez complet. Et nous, on s'est dit, banco, tout est fait, AWS a tout fait pour nous, on n'a qu'à mettre ça en place et c'est réglé, quoi. Donc, de quoi il en retourne? Alors, les 3 choses qui étaient disponibles, c'est du coup une stack CloudFormation qui crée un autoscaling group. Mais alors, cette stack CloudFormation, elle ne faisait pas que ça. Elle crée également un creation lifecycle, c'est-à-dire que l'autoscaling group, à chaque fois qu'il bootait un serveur, on avait un lifecycle hook qui était lancé et qui arrivait sur une lambda qui faisait du coup du traitement qu'on va voir juste après. D'accord? Et également la même chose, c'est-à-dire que quand un serveur du coup était marqué comme détruit,
ça a déclenché en fait un lifecycle hook, et ça déclenché également une lambda qui faisait du traitement. Alors là, je tiens à rappeler, on est sur du l'ECS, hein, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on essayait de faire, c'était d'avoir une rotation simple et automatique de serveurs ECS. Donc on avait des Docker conteneurs qui tournaient dessus, et il fallait que ce soit fait de façon propre, entre guillemets. Donc, on arrive à ça, et on arrive du coup sur le workflow global tel qu'il a été designé par AWS. Donc, le premier workflow qu'on voit, c'est un serveur qui est créé. D'accord. Donc là, typiquement, vous arrivez avec une nouvelle IMI. Bon, très bien. Je change le CloudFormation template, j'ai une nouvelle IMI, et il faudrait que ça soit mis en route, que cette IMI soit utilisée. D'accord. Donc là, le CloudFormation a une update policy. Donc il se dit, OK, ma launch configuration a été modifiée de façon substantielle, donc il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse une rotation de serveur. Donc, il contacte l'autoscaling group qui a été créé dans la stack, hein, et il lui dit, voilà, la nouvelle launch configuration, et il va falloir que tu me fasses une rotation de serveur de batch size, donc ça c'est à définir, de 3 par 3, disons, et donc initie-le maintenant. Donc là, on est sur la partie de la création, on va voir la destruction après. Mais donc sur la création, la première chose qui se passe, c'est que l'autoscaling group, lui, il va lancer des nouveaux serveurs. Les nouveaux serveurs qui contiennent la nouvelle IMI, d'accord. Et ces serveurs-là, ils vont naturellement, si c'est bien configuré, joindre votre cluster ECS et être déclaré comme nouveau serveur disponible pour pouvoir gérer la charge de vos Docker conteneurs. Donc du coup, mais en même temps, le serveur a été créé, le lifecycle hook est trigger et invoque une lambda. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Ça invoque la lambda, et la lambda, c'est du code Python qui, en gros, va se connecter à votre cluster ECS, donc au service ECS, et va vérifier que le serveur d'ID temps qui vient d'être démarré peut se connecter correctement au cluster ECS. Est-ce qu'il apparaît dans le cluster ECS auquel vous voulez qu'il soit attaché? Donc, il vérifie en fait si l'instance est disponible ou pas. Et s'il y arrive, il va remonter à l'autoscaling group en lui disant, du coup, moi c'est bon, j'ai pas de problème. La lambda va lui dire, moi je te valide le lifecycle hook parce que j'ai vu le serveur correctement booté, et donc du coup tout se passe bien. Donc typiquement pour la question de tout à l'heure, là c'est la lambda qui va envoyer l'événement, la validation, le signal de validation du lifecycle hook à l'autoscaling group. Donc ça, c'est ce que AWS a imaginé, et c'est plutôt sympathique, puisque du coup, on voit qu'il y a une gestion d'événements, il y a une vérification qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a des tests qui sont faits sur votre cluster ECS pour vérifier que votre serveur il est vraiment valide, il est disponible, et donc du coup, le workflow est quand même plutôt sympa. Il faut quand même noter un truc, par contre, je vous ai parlé de CloudFormation et je vous ai parlé de signaux à CloudFormation. Ici, on ne parle pas de signaux envoyés à CloudFormation lui-même, on parle juste de signaux qui sont envoyés à compute, en fait, à l'autoscaling group, donc les lifecycle hooks. Donc du coup, d'un point de vue CloudFormation, il dit juste, moi, retire-moi 3 serveurs, crée-moi 3 nouveaux, mais dès que les 3 nouveaux serveurs, ils étaient marqués comme OK, c'est-à-dire qu'ils passaient le lifecycle hook, du coup, pour lui, c'est bon, hein, on continue, batch suivant, etc. Alors, il a aussi à noter que lorsqu'il fait une rotation, CloudFormation, en fait, il se fiche complètement des serveurs détruits. C'est-à-dire que pour lui, la destruction, c'est tu m'en détruis 3, tu m'en crées 3 nouveaux. Ce qui m'importe, c'est que les 3 nouveaux soient bien démarrés, donc confirme-moi qu'ils sont bien démarrés. Mais par contre, la termination, qu'il soit mort tout de suite ou qu'il meurt 1 heure plus tard, il s'en fiche complètement, puisque du coup, pour lui, c'est chose réglée, c'est l'autoscaling group, a bien indiqué qu'il a géré la destruction, donc c'est pas à lui il ne s'en occupe pas, entre guillemets. Donc ça, c'est la partie création. Et on a du coup la partie destruction. Donc qu'est-ce que c'est que la partie destruction? Eh bien, du coup, c'est même système. Donc du coup, le système, c'est on veut détruire un serveur. Donc là, il faut bien noter que ça se passe en parallèle. Hein. C'est-à-dire que vous avez la partie le workflow de création et le workflow de termination, il se passe en parallèle, puisque en même temps, le CloudFormation dit je vais détruire 3 serveurs, je vais créer 3 serveurs. Tu voulais me poser une question, Thomas? Oui, exactement. On a 2 questions qui ont été posées entre-temps par Guillaume et Ludovic. Je te laisse les lire éventuellement dans le chat. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Hop, un petit instant. Donc du coup, on a l'update policy n'est dispo que dans CloudFormation. Elle n'est pas accessible depuis Terraform, car elle ne peut pas faire de rollback. Effectivement, l'update policy, c'est alors vous pouvez la configurer dans Terraform, c'est-à-dire créer votre CloudFormation stack, ce qui est quelque chose qu'on fait d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'on crée la stack CloudFormation dans Terraform. Ça peut paraître bizarre,
mais ça marche. Donc vous avez en fait un outil d'infrastructure as code qui crée une partie d'infrastructure as code, mais dans notre cas, ce qui nous intéressait vraiment, c'était uniquement l'update policy, et donc du coup, elle est disponible par contre que dans CloudFormation. Vous pouvez trouver d'autres personnes qui l'utilisent. Je me souviens plus de l'entreprise, mais il y a d'autres cas, en fait, d'autres personnes qui l'utilisent. Et il y a également une issue sur Terraform. Donc, les gens ont dit, du coup, ce serait intéressant que dans des cas complexes type Logic Configuration, modifier, Terraform fasse le travail. Et la réponse de HashiCorp a été claire et nette. Terraform, c'est un outil de création d'infrastructure, c'est pas un outil de maintien d'état. Donc, du coup, c'est pas à eux de faire ça. Ils le feront pas. En gros, c'est sûr. Et deuxième question, comment CloudFormation détecte la nouvelle AMI? Comment il sait que cette AMI doit venir remplacer celle qu'il connaissait? Eh bien, c'est parce que vous changez en fait le template de CloudFormation. C'est-à-dire que dans votre template CloudFormation, vous dites voici un autoscaling group et voici sa launch configuration qui contient l'AMI A, d'accord? Eh bien là, vous faites une mise à jour de votre stack, de votre template CloudFormation, et là vous lui dites c'est une nouvelle AMI. Donc lui, il va arriver avec une nouvelle information. Alors vous pouvez très bien le mettre en variable, ça. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est-à-dire que dans votre stack CloudFormation, vous pouvez avoir des champs que vous pouvez rentrer. Et l'AMI ID est une variable dans notre cas. Donc tout ce qu'on fait, c'est juste on met à jour la stack CloudFormation avec une nouvelle AMI, avec une nouvelle ID. L'update policy, c'est juste pour trigger je suis un peu coincé sur mon truc. Je vais trigger un trigger. Oui, c'est ça. En fait, c'est effectivement juste pour mettre à jour la CloudFormation et puis que derrière vous trigger, qu'il y ait un trigger de l'update policy et qu'il y ait une rotation automatique. Allez, on continue. Du coup, parce qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc là, on se retrouve avec CloudFormation et l'update policy. Là, on est sur la partie termination. D'accord. Donc la partie termination, c'est le serveur, CloudFormation va sur l'autoscaling group et lui dit, écoute, détruis-moi end server. Et du coup, l'autoscaling group, il va agir, hein, il va dire, ok, on m'a demandé de détruire 3 serveurs, j'en détruis 3. Et ce qui va se passer immédiatement, c'est que, pareil, le lifecycle hook, est déclenché. Ça invoque la lambda, et la lambda va faire des choses. Et les choses qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des choses un peu plus complexes que dans le cas de la création. Là, elle va prendre le serveur, l'ID du serveur, elle va le retrouver dans le cluster ECS, elle va le mettre en drain. Donc, dans ECS, ça veut dire en gros que le serveur petit 1 arrête de prendre des nouveaux conteneurs, et petit 2, tous les conteneurs qui sont dessus sont marqués comme étant à être vidés, hein, d'où le nom drain, et doit être pris en charge par d'autres serveurs. Et ensuite, la lambda, elle va, de façon répétée, en fait, vérifier le statut du serveur. Elle va répéter, elle va continuer, jusqu'à ce que le serveur ait complètement drain tous ses conteneurs, s'ils étaient envoyés sur d'autres serveurs. Et à ce moment-là, elle va dire, OK, donc le serveur, il est bien en draining mode, il a plus de conteneurs, donc du coup, il est OK, quoi. On peut vraiment le retirer. À ce moment-là, elle renvoie une information à l'autoscaling group en disant, écoute, lifecycle hook, tout est OK, c'est bon, le serveur, il est prêt à être détruit. Et à ce moment-là, l'autoscaling group réagit et détruit le serveur. Donc ça, c'est pas extrêmement simple comme workflow, mais c'est un workflow qu'on voit qui fonctionne bien, quoi. Le delete end server, c'est en jouant sur le max server, non, du tout. Le delete server, c'est juste en fait la rotation, l'update policy. C'est-à-dire que vous avez 10 serveurs, je réponds à la question de Ludovic. Vous avez 10 serveurs qui sont prévus dans votre autoscaling group. Eh bien, lorsque vous avez le date policy qui est trigger dans CloudFormation, il va dire, OK, j'ai 10 serveurs avec l'ancienne AMI, j'ai 10 serveurs, il faut que je crée 10 serveurs avec la nouvelle AMI, et je vais juste faire ça par batch. Donc ça, c'est dans l'update policy, je vais faire 3 par 3, 5 par 5, ça c'est à vous de décider. Et donc, le CloudFormation dit, détruis-moi end server, il va en créer nouveau. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, oui, c'est la rotation. Donc on se retrouve avec quelque chose qui a été fait par AWS et qui marche plutôt pas mal. Donc on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne quand on le teste, et on est content. Mais par contre, quand on commence à tester un peu plus en profondeur, on se rend compte que on a d'autres soucis. Hein. Les premiers soucis qu'on a, c'est que du coup, les tests, c'est simple, c'est très très simple. Hein. C'est-à-dire que on vérifie que le cluster est bien rentré, que le nouveau serveur est bien assigné au cluster ECS, mais c'est du code Python. Alors j'ai marqué complexe, ça dépend comment vous êtes, comment vous utilisez Python. Vous pouvez tout faire en Python, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça reste quand même du code que vous allez devoir gérer, que vous allez devoir tester, etc. Donc c'est entre guillemets plus compliqué
de rajouter des tests. Et nous, on était sur des tests très simples, certes, c'était notre objectif initial, mais on voulait tester que le serveur est correctement configuré, que les services non critiques, mais quand même importants sur le serveur soient bien démarrés, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on pouvait faire en Python, avec Boto 3, mais c'était pas extrêmement simple à le faire. Donc du coup, c'était quelque chose qui nous gênait. Mais ça, c'était pas le plus gros problème. Le plus gros problème qu'on a eu, c'est qu'on a trouvé une boucle infinie, enfin presque infinie, dans le système. C'est-à-dire que bon, vous fournissez une AMI qui est une AMI correcte, et tout fonctionne super. La rotation se fait, ça change 3 serveurs par 3 serveurs, ou enfin n serveur par n serveur, jusqu'à arriver au bout. Et puis tout est bien, qui finit bien. Vous avez votre nouveau cluster qui a été géré de façon automatique. Super. Maintenant, on s'est dit bon ok, mais le monde n'est pas parfait. On va fournir une AMI qui est une AMI invalide, parce qu'elle ne pourra pas, on le sait, on l'a designé comme ça, elle ne pourra pas se connecter à l'ECS parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut comme configuration dessus. Et donc là, on est rentré dans un truc qui était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on retrouve CloudFormation qui fait « Ah ok, du coup, nouvelle AMI, je fais l'update tool ici ». Et donc du coup, l'autoscaling group, donc il détruit n serveur et il en crée n également. Ça trigger le lifecycle hook, et la lambda s'exécute. Et puis, là, la lambda de création en tout cas, elle va se connecter au serveur et elle va dire, ok, est-ce que je vois le serveur dans le CS? Bah non, je ne le vois pas. Ok, est-ce que je continue, je teste. Et puis au bout d'un moment, elle se dit, bah non, c'est pas bon quoi, enfin, j'ai un problème. Donc j'ai attendu le temps qui était configuré dans le code Python, et du coup j'envoie un signal d'abandon à mon autoscaling group en disant, bah ton serveur il n'est pas bon, Coco, j'en veux pas. Et donc du coup, l'autoscaling group il accepte, et qu'est-ce qu'il fait? Bah il lui manque un serveur, donc il recrée un nouveau serveur, qui retrigger un lifecycle, qui retrigger la lambda, qui va tester, puis on le sait, le serveur ça marchera pas, mais ça va continuer quoi, ça va continuer comme ça. Et là on a vu le truc tourner pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on s'est dit waouh, quand est-ce que ça s'arrête quoi? Et en fait, ça s'arrête au bout d'une heure. Alors c'est quelque chose qui est un peu, qui est complètement, c'est pas documenté, c'est nulle part. En fait, le CloudFormation, en gros, il s'attend à ce que sa stack CloudFormation, elle soit stable pour les autoscaling groups en une heure. Si jamais la stack CloudFormation, l'autoscaling group, elle n'est pas stable au bout d'une heure, en fait, parce que par exemple, là, il n'y a pas le nombre de serveurs suffisant, c'était visiblement pas bon, eh bien, dans ce cas, il se dit, oulala, il y a un problème, donc du coup, je rollback. Donc, on avait notre back en automatique, mais après une heure. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, on sait que notre serveur, il n'est pas bon, parce qu'il n'arrive pas à se connecter. On sait que tous ces petits copains qui vont arriver derrière, ils ne seront pas bons non plus, mais on est quand même obligé d'attendre une heure pour pouvoir changer ça. Alors, on s'est dit, bon, ok, on va changer ça. Donc on cherche le timeout, et puis on ne trouve pas. Donc on se dit, bon, on va demander à AWS, après tout, c'est eux qui ont codé ça. Et donc on demande à AWS, on leur dit, comment on fait? Et là, ils nous disent, vous pouvez pas en fait. C'est une valeur qui est par défaut, built-in, hard-codée dans CloudFormation, et vous pouvez pas la changer. Et vous n'aurez pas de contrôle là-dessus. Éventuellement, on peut créer une feature, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Quoi. Donc comme je viens de le dire, vous avez une AMI, vous le savez, au bout de 2 minutes qu'elle n'est pas bonne, mais vous devez attendre pour avoir un rollback, vous devez attendre une heure. Et c'était pas vraiment du fail-fast. Et ça, c'était un gros problème pour nous. Quoi. Donc, en résumé, on se retrouve avec une solution. Elle a quelques tests, mais qui sont pas simples à rajouter, pas simple de rajouter de nouveaux tests, plus exactement. On a du rollback, mais on n'a pas de contrôle sur le timeout, et puis on n'a toujours pas de monitoring. Donc du coup, comment on fait pour améliorer le processus? Et c'est là qu'on a commencé un petit peu à réfléchir sur comment on peut faire. Le système de workflow est quand même bon, parce qu'il fonctionne, mais par contre, dans certains cas, c'est pas bon pour nous. Quoi. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu ce qu'on appelle donc la création, le workflow de création, le workflow de destruction. Donc, on s'est retrouvé avec le workflow de création et le workflow de destruction. Aujourd'hui, ils exécutent des lifecycle hooks et ça exécute des lambda. Donc, dans le cas d'une destruction, entre guillemets, d'une destruction, pardon, c'est le fait d'avoir un acteur externe comme la lambda, c'est normal en fait. Vous avez un serveur qui est en train de quitter un cluster. Le serveur, une fois qu'il a quitté le cluster, il ne peut pas vous dire s'il a quitté le cluster correctement ou pas et si le cluster est toujours en bonne santé ou pas. Il a quitté, c'est fini. Par contre, dans le cas d'une création, vous avez un serveur qui va se connecter à un cluster. Et donc là, il va pouvoir vous dire, j'arrive à me connecter ou j'arrive pas à me connecter. Et donc, on s'est dit, en fait, on n'a pas besoin de cette partie de lambda qui est une lambda de création. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu le système et on va laisser le serveur lui-même nous se tester et nous dire
si c'est correct ou pas. Et donc, on a changé complètement d'approche. On a utilisé Ghost. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un petit utilitaire en Go qui vous permet de faire des tests. Ça fait des centaines de tests sur votre machine en local en quelques secondes. C'est hyper rapide et c'est juste un binaire. Donc, c'est hyper simple à installer. Et en gros, on s'est dit, au bout de la machine, une fois que le boot il est terminé, donc ça, c'est une petite configuration systemd, on lance les tests Ghost. Alors, les tests Ghost, au début, qui étaient juste, on essaie de voir si le serveur s'est correctement connecté au serveur SS. Mais, par contre, non, c'est pas déclenché par Commit, c'est déclenché par une petite question de Jovic, c'est déclenché en fait à systemd par le boot systemd en fait. Tout simplement. Et donc du coup, ça lance Ghost et ça fait plein de tests. Et ça vérifie, oui, c'est built dans l'AMI. Et donc, du coup, ça vérifie que tout fonctionne bien et que tout est bien configuré. Et on ne sait pas, du coup, quand on a vu que ça se faisait très, très rapidement et que et ça fonctionnait bien, on s'est dit, ben, on va pas se limiter au serveur SS, hein, on va se limiter, on va tester si, du coup, la configuration du DNS est correcte, la configuration de divers services est correcte, que les fichiers de configuration sont bons, etc., etc. Donc, c'est des tests qu'on pouvait jouer à la fois en local, mais qu'on jouait également au boot de la machine, pour vérifier que ça fonctionnait bien. Donc là, typiquement, comme je vous le dis, on a commencé à regarder, du coup, est-ce que tous les services sont corrects, est-ce que la configuration est correcte, est-ce que les services externes, parce qu'on avait besoin par exemple de Vault, est-ce que Vault est disponible? Si Vault n'est pas disponible, ça ne sert à rien de continuer, votre serveur, il peut éventuellement se connecter à votre CCS, mais il ne pourra pas être complètement configuré, donc ça ira pas, donc on aura des problèmes. Voilà. Donc Ghost, ça a été une véritable découverte pour nous, et donc on s'est dit, super, ça c'est une bonne solution pour les tests. Mais il nous restait quand même le problème du contrôle de timeout. Et là, donc, en se repenchant sur la configuration et sur tout le fonctionnement qu'on a vu, hein, le CloudFormation, le Lifecycle, etc., on s'est dit, OK, là, à l'heure actuelle, CloudFormation, la stack CloudFormation, elle a une update policy, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, elle attend aucun retour. Aucun. Donc, quelque part, elle dit juste, je veux détruire des serveurs, je veux que 3 serveurs soient bootés, que l'autoscaling group me confirme qu'ils vont bien avec son lifecycle hook, c'est parfait. Mais moi, en fait, qu'ils soient bons ou pas bons, je m'en fiche en fait. Je veux juste que l'autoscaling group soit stable et c'est tout. Et donc, on s'est dit, ok, très bien. Toi, on va également te faire attendre des retours. On va te mettre dans un état qui est, du coup, là, toujours dans notre cas, d'un badge de 3, j'ai démarré 3 serveurs, enfin, je t'ai demandé au Autoscaling Group de démarrer 3 serveurs, eh bien, je veux que chacun de ces serveurs-là me renvoie une information comme quoi ils ont bien booté. Et ça, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait le faire? Qu'est-ce qui pourrait lui envoyer, du coup, cette information? Eh ben, ça a été pas compliqué, en fait, on a utilisé Ghost pour ça. Donc, on se retrouve avec un Autoscaling Group, CloudFormation dit à l'Autoscaling Group, premier batch, créez-moi 3 nouveaux serveurs et distribue-moi 3 anciens, qui est géré de la même façon. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Donc, l'Autoscaling Group crée un serveur. Le serveur boot. À la fin de son boot en système à toute fin du boot, il lance les tests Ghost. Donc, il vérifie tout. Il vérifie que le service est correctement, les services sont correctement setés, que le CS est disponible. Bref, toutes les choses qui te permettent de vérifier, d'être sûr que ton serveur il est capable de faire son travail. Et à la fin, si les tests Ghost sont OK, eh bien du coup, on envoie un signal à CloudFormation en lui disant cette instance ID-là, elle a passé tous les tests, thumbs up, tu peux y aller. Et du coup, le pendant logique de ça, c'est que si jamais les tests ils sont pas bons, alors on les réessaye plusieurs fois, on les réessaye pendant 2 minutes, je crois. Là, donc, on a un premier garde-fou qui est pendant 2 minutes on teste, et si jamais au bout de 2 minutes, en fait, les tests Ghost sont pas OK, à ce moment-là, c'est fini, on arrête de faire les tests, et puis on envoie une information à CloudFormation en lui disant écoute, ce serveur, il n'est pas OK, quoi. Il n'est pas bon. Et instantanément, comme je vous le disais, ça veut dire que ça va impacter le min successful instance %, qui chez nous est à 100%. Donc, ça veut dire que si jamais on a un serveur qui lance des tests en automatique au démarrage, il se rend compte qu'il n'est pas capable de faire son service, quel que soit le problème, eh bien, automatiquement, il va envoyer un message au bout de 2 minutes à CloudFormation en lui disant c'est pas bon, je suis pas bon, il y a un problème. Ça descend le successful instance %, ça descend en dessous de 100%. CloudFormation se dit oh là là, moi j'ai un serveur qui est pas bon, je vais avoir 100% et j'en ai pas à 100%, j'ai moins, d'accord, donc je rollback immédiatement. Et là, il n'y a plus de on attend 1 heure, etc. C'est un problème, il faut attendre 1 heure de faire la rotation. Non, c'est fini, c'est juste là, instantanément, le premier serveur qui n'arrive pas à booter, ça initie un rollback, et donc, du coup, on a notre fail-fast. Alors, la deuxième chose, c'est vous pouvez dire, OK, mais du coup, si votre serveur, en fait, il boot, mais il crache au boot,
et donc il lance pas les tests Ghost. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est là que du coup, dans CloudFormation, vous mettez un timeout, et ce timeout, c'est tout simplement un temps n que vous allez attendre. Alors, vous le mettez un peu plus élevé que les tests Ghost. Les tests Ghost, c'est 2 minutes, par exemple, de retry. Et ben, pour CloudFormation, en fait, vous mettez 3 minutes. Et si au bout de 3 minutes, il n'a pas d'information de retour d'un des serveurs, et ben, il va considérer que, du coup, c'est timeout, donc c'est pas bon. Donc, ça impacte le min successful à 16%, donc ça rollback. Voilà. Et ça, quand on a découvert ça, alors ça a été à la fois en fait la fonctionnalité avec Ghost, mais également en fait l'interaction avec CloudFormation. Ça a été du coup un truc excellent pour nous parce que ça nous a permis en fait à la fois de tester de façon simple tous nos systèmes et également d'avoir en fait d'améliorer ce fail fast qui était pas du tout fast avec AWS, en tout cas avec la solution AWS, et nous permettre nous d'avoir un retour d'expérience immédiat. Donc le troisième improvement, bon ça a été c'est une amélioration qui est assez simple entre guillemets. C'est juste qu'en fait on a fonctionné avec Datadog qu'on utilise de façon importante et en fait on a regardé à récupérer tous les events de la stack et donc d'avoir un monitoring qui soit en place dans Datadog, ce qui fait que dès que si jamais on voit que la stack passe en rollback, immédiatement on envoie un événement en disant attention la stack à la rollback, faut regarder maintenant. Voilà. Donc quels étaient les résultats, le résultat final? Et bien, du coup, on s'est retrouvé avec quelque chose qui nous plaît beaucoup et qui est en production aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus 2 tests ou 3 tests comme c'était le cas pour les ECS, mais on en a des centaines. Go, c'est tellement rapide que du coup, en quelques secondes, il vous fait les tests. Si c'est local, c'est de l'ordre de la centaine de 100 millisecondes. Il fait ça en parallèle, c'est hyper rapide. Si c'est des tests externes, bon, faut quand même arriver sur le network, etc. Donc, c'est un peu plus long. Mais nous, nos calculs, on a des centaines de tests en quelques secondes, ils sont faits. Donc, du coup, ça, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien et qui continue à bien fonctionner. Et qui est scalable, puisque du coup, la configuration de Ghost, c'est du YAML. Donc, vous n'avez pas de choses compliquées à faire, vous avez juste une espèce de petite syntaxe à gérer. Vous créez vos fichiers dedans et vous pouvez les tester, si c'est des tests locaux, vous pouvez les tester en local sur votre machine lorsque vous êtes en train de builder votre AMI. On a également, grâce à CloudFormation, l'update policy et le wait signal de l'update policy. On a eu un système qui a un rollback immédiat dans le cas d'erreur. Donc ça, c'était hyper bien aussi. Ça nous permet en 2 minutes de savoir qu'il y a un problème et donc il faut qu'on intervienne. Et on a un alarme si le déploiement ne marche pas. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'on s'est retrouvé avec un système où, auparavant, on était les mains dans le cambouis en train de regarder avec des scripts, serveur par serveur, si les serveurs bootaient bien, etc. Et aujourd'hui, c'est fait complètement transparent. Alors, on n'a pas encore fait le cas où, en gros, lorsque le build est fait, automatiquement, ça pousse en production. Mais on a juste un bouton et on pousse le bouton et puis ensuite, on fait confiance à la stack. Et la stack, elle va gérer ça toute seule. Et on sait que la stack petit 1 va gérer bien les choses. Et la deuxième chose, c'est que si la stack ne gère pas bien les choses, on sait qu'on sera prévenu et qu'on aura un rollback. Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui peut regarder les choses. Donc ça a été un peu compliqué, on ne va pas se mentir, au début, parce que il faut croire le process, il faut vérifier que tout fonctionne bien. Mais une fois que ces premières inquiétudes ont été passées, aujourd'hui, on fait ça les yeux fermés. Et donc, ça permet aussi de fluidifier beaucoup notre fonctionnement de gestion de déploiement, tout simplement, puisqu'on se retrouve avec des AMI qui sont buildés, très rapidement mis en production et testés live dans notre infrastructure, et qui permet de vérifier que tout va bien pour nous. Et bien entendu, si jamais on a un problème, une alarme. Donc, on a quand même des choses qu'on va améliorer. Plus de tests, ça on l'a vu, c'est extrêmement simple de rajouter des tests dans Ghost, donc on continue à en rajouter et on le fait de façon régulière. On veut que ça aille plus vite aussi, c'est-à-dire qu'on veut plugger directement notre CI et notre CD sur le déploiement. Donc à partir du moment où vous avez confiance en votre process automatique, il n'y a pas de raison pour laquelle vous n'ayez pas, à partir du moment où vous mergez votre nouveau code d'AMI dans votre GitHub ou GitLab ou ce que vous avez, qu'il n'y ait pas quelque chose qui build et instantanément déplace en production, puisque de toute façon, vous avez la garantie que si ça passe pas, vous vous retrouvez avec le SAD d'avant. Et puis on va rajouter des intégrations, on va rajouter du tooling. Il y a encore des problématiques, notamment développer des AMI en local, c'est pas forcément toujours super simple. Donc c'est des choses qu'on a des idées autour de ça et qu'on veut améliorer par la suite. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que ça tourne en production et on en est super content. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'ai terminé.
Alors, du coup, il y a eu 2-3 petites questions. Thomas? Ouais, Ludovic qui a posé une question là sur la fin. Je pense que Ouais, dans l'immédiat, après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. C'est le ouais. moment. Alors, du coup, je vois Thibaut qui dit pourquoi ne pas tester vos AIMI avec dès les integers dans la pool avant. Alors, pardon. Tu vas tester avant de les intégrer dans la pool. Euh, ça change rien en fait. Alors, attendez, hop, parce que je vais essayer de voir comment on est sur la toute fin. Comme ça, ça change rien en fait. Parce que du coup, ton autoscaling group, il démarre, il a un nouveau serveur, un serveur qui va démarrer. Lui, de toute façon, il a déjà détruit un serveur en fait. Donc, ça, c'est par défaut, hein, c'est comme ça que l'autoscaling group fonctionne. Il va vous créer vos 3 serveurs supplémentaires, mais du coup, ces 3 serveurs-là, ils vont pas fonctionner. Donc en fait, vous allez avoir une perte de capacité. Alors si, ouais, ok. La différence, c'est que du coup, vous pourriez éviter cette perte de capacité. Mais à partir du moment où votre autoscaling group il est suffisamment gros pour pouvoir gérer en fait cette éventuelle perte, alors ça se joue sur le max batch size, cette éventuelle perte de capacité, vous êtes sauf, en fait, vous n'avez pas besoin de rajouter ce truc-là. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être fait en amont. Ouais, c'est quelque chose qui peut carrément être fait en amont. Après, ça veut dire qu'il faut que tu crées le serveur. Ouais, ça veut dire qu'il faut créer le serveur en amont et ensuite tu dis à l'autoscaling group de l'essayer. Donc ça fait quand même plus de temps aussi, ça fait plus de latence. Parce que tu pourras probablement pas prendre un autoscaling group, enfin créer un serveur à la main et l'attacher ensuite à l'autoscaling group. À vérifier, mais je sais pas s'il sera capable de faire ça. Donc ouais, il s'est amélioré clairement, mais c'est une possibilité. Mais bon, va y avoir des impacts par rapport à ça. Ah bah du coup, Ludovic a déjà répondu un peu. Voilà. J'ai mis une petite chose sur briques de deploy. Alors, Ludovic dit d'un point de vue monitoring, tu as la big picture de toutes tes briques de deploy remontées dans un dashboard Datadog, ou bien tu as juste l'état final et tu dois drill down dans les différentes briques en cas d'incident. On a tout. On a tout. Alors, au début, effectivement, on avait juste l'event qui lançait un moniteur et qui nous envoyait une alerte. Et puis ensuite, on a tout récupéré. On a récupéré tu vois, les extracts des tests Gauss. À partir du moment où le Datadog Agent est correctement configuré, en fait, il attrape tous les logs de Gauss et il renvoie ça. On a également, du coup, on voit en fait l'ancienne stack qui bouge et la nouvelle stack qui arrive. Enfin bref, on a quand même beaucoup d'informations. C'est également amélioré parce que voilà, toujours pareil, on peut faire plus d'intégration, mais on a quand même aujourd'hui beaucoup d'informations et Datadog est un outil super qui permet de faire plein de choses. Donc là-dessus, ouais. Voilà. Et du coup, je crois qu'on est à la fin des questions, parce que je devais que c'était la dernière des questions. Alors, juste pour ta mention d'asynchrone, enfin de côté asynchrone, Ludovic, clairement, c'est du asynchrone. Mais c'est pas grave. Tu t'en fiches. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui a été le plus dur, je pense, pour nous, ça a été de voir, de changer de ce mode où on était directement en train de regarder quelque chose, donc en mode synchrone complet, et de voir les serveurs rotate avec notre script, et d'avoir un process complètement asynchrone qui te gère le truc. Ça peut mettre 1 heure. Et d'ailleurs, pour certains gros draining, hein, ça met 45 minutes, quoi, pour le temps que le serveur arrive à offload tous ses conteneurs sur d'autres trucs. Mais tu t'en fiches, ça met du temps, mais c'est pas grave, tu crois le process, tu crois que tes tests, enfin, tu as confiance en tes tests Gauss au démarrage, tu as confiance en ta lambda pour bien vérifier que tes serveurs ils sont destructibles avant de les détruire. Voilà, et donc du coup, oui, ça se passe en background, ça peut se passer en 30 minutes ou 45 minutes, mais c'est pas grave, ton process il gère ça pour toi. Alors pour détricoter, si jamais il y a un problème, pas tant que ça, parce que du coup tu vas vite voir, tu as les events dans CloudFormation, tu vas voir les events dans Datadog, donc tu remontes les events de CloudWatch, de CloudFormation dans Datadog, tu vas voir les logs Gauss, tu vas voir en fait un alerte qui va te dire ah Gauss, j'ai un problème, mon service Gauss à la fin il envoie un signal bad, etc. Donc tu arrives vite à savoir d'où ça vient, tu vois où les tests ont pété, et donc du coup tu peux savoir quand ça a pété et pourquoi ça a pété. Et en plus, de toute façon, tu reviens sur un rollback de la version précédente qui, du coup, était bonne, puisque, du coup, c'est l'autoscaling group, il tournait comme ça avant. Voilà. Impeccable, 13h01, on est pile poil dans les temps. Bon, en tout cas, Guillaume, merci beaucoup. Ouais, super talk, hein, très clair. C'était top. C'est un plaisir. Si vous avez quelques dernières remarques, questions, allez-y. Et sinon, le replay sera dispo d'ici 24-48 heures.
Ok, eh ben, écoutez, merci à tous d'être venus, m'avoir écouté pendant quasiment 1 heure. Et puis, bah, écoutez, ouais, si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact. Je vous répondrai, à toutes les questions éventuelles que vous auriez plus tard, sans aucun souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Bon après-midi. À très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Salut.